Eh ben, bienvenue à tous. Ça fait plaisir de vous avoir en vrai, en physique. Ça fait hyper longtemps. Moi, ça fait 1 an et demi que j'ai rien animé en présentiel. Je m'appelle François Duranton. Je suis le cofondateur du cabinet The Trace. On fait du conseil en commerce connecté et marketplace essentiellement. Donc des business plans, des études technologiques et on aide à lancer des projets. Voilà, donc on va se présenter tous les trois avec Eric et Laurent. Ce qu'on fait là, c'est on en a pour 1 heure à peu près pour se partager nos pensées et nos contradictions autour du headless. Ensuite, on va débattre un petit peu avec vous, partager. Certains d'entre vous ont déjà mis en œuvre du headless, certains se posent des questions, etc. Donc, on aura vraiment un moment d'échange. Et puis, on a gardé toute la matinée. On s'est dit tant qu'à faire, vu qu'on fait pas souvent des événements en présentiel, on a gardé toute la matinée le lieu. Donc, on peut rester à discuter, creuser des idées. Et il y aura même des petites démos qui seront faites par Front Commerce et par Proximis. Donc, il ne faudra pas hésiter à en profiter. Je passe la parole à Laurent Lacaze, cofondateur de Front Commerce. Bonjour à tous. Il a tout dit. Donc, je suis le cofondateur et CEO de Front Commerce. On a une solution de front-end as a service. C'est-à-dire qu'on vient remplacer la tête qui n'est pas présente sur le headless. Mais on va rentrer dans le détail après dans la présentation. Bonjour, et moi c'est Eric Velsan-Legel. Je suis le vice-président. Je suis le vice-président produit marketing de Proximis. Et Proximis, c'est une solution de commerce unifié. On équipe des retailers, des enseignes qui vendent en ligne et qui vendent en magasin, avec une solution pour gérer la vente en ligne et la vente en magasin, de manière unifiée, avec notamment des parcours d'achat simplifiés, avec un panier unifié. Merci Eric. Alors du coup, je voudrais juste poser un cadre qui... Alors je ne sais pas s'il y a parmi vous des architectes. Ouf. Alors, non, en fait, c'est juste qu'on va employer tout le long de la présentation certains concepts et on a voulu les simplifier un peu. Simplifier en fait un découpage entre ce qu'on appelle front office, middle office et back office. Donc ce qu'on appelle front, nous, c'est un truc bête sans intelligence qui sert à présenter des informations. Donc ce n'est pas un truc qui a de l'intelligence, des règles de gestion, etc. C'est juste, je sers des pages, je les mets en forme, que ce soit sur un device A, B ou C. Et donc ça va être fonction d'affichage, ça va être aussi des fonctions liées à la bonne indexation par les moteurs de recherche, la web performance, l'accessibilité. Donc voilà, c'est finalement des choses assez légères et qui sont... qui répondent à des besoins d'afficher. Les outils qui sont derrière, c'est plutôt des outils techniques, des outils de gestion, par exemple, de thèmes, d'affichage, d'accélération matérielle, etc. Donc de réplication, de données, de cache, les progressive web apps, on en parlera un petit peu après. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle front office. Ensuite, le front office, pour présenter les informations, il va faire appel au middle office dans lequel il y a les règles de gestion. Donc c'est là qu'on a du développement applicatif finalement. Et dans le domaine du commerce, c'est le merch, la gestion de commandes, le search, la gestion de stock, le service client, le CMS au sens production de contenu éditorial, etc. Nous, on appelle ça du middle office de façon un peu générique dans cette présentation. Et bien, tout ce middle office, il s'appuie sur des données. Ces données, on a appelé ça back office par convention. Et donc, ouais, je me rends compte que vraiment, on ne voit pas super bien. On peut peut-être fermer un petit peu. Ah, voilà. Merci. Et donc, c'est là qu'on va trouver nos référentiels de données. Référentiel client unique, le PIM, enfin, la référentiel de données. Même si le PIM, il a aussi un front, tout ça. Ouais, voilà. Donc, on ne va pas aller dans le détail. Les référentiels, le socle commande, etc. Est-ce que ça vous convient, ce découpage? Bon, super. Alors, du coup... Non, il y a quelqu'un qui avait dit non? Attention, hein. Donc, l'idée, c'est avant de parler de headless, ça fait quelques années tous qu'on est dans le digital et j'imagine parmi vous, il y en a aussi qui ont un peu de bouteille. Et en fait, il y a une vingtaine d'années, le digital, c'était une espèce d'animal qui se trouvait à côté du vrai SI, quoi. C'était un truc où il y avait des éditeurs américains qui avaient lancé des trucs. Alors, je ne sais pas si vous avez connu Vignette, Broadvision. Oui, ouais, un peu. Canada, peut-être. Donc, c'était des solutions tout en un
donc front, middle, back, qui servaient à faire du e-commerce. Voilà, ça a commencé à exister à cette époque-là. En revanche, les systèmes d'information en face, ils n'étaient pas API, ils n'étaient pas web service, etc. Donc ça discutait assez peu, parfois un peu d'échange de fichiers, mais c'était deux mondes qui ne se parlaient pas beaucoup. Et donc on avait d'un côté des monolithes digitaux et de l'autre côté des monolithes legacy, voilà, dans d'autres langages, type COBOL, etc. Il y a une dizaine d'années, alors pourtant j'ai fait la flèche en arrière. Voilà. Il y a une dizaine d'années, on a commencé à tirer des flux, à faire discuter tout ça. Donc le digital, il a commencé à s'intégrer avec des systèmes qui voulaient bien discuter. Alors, c'est bon ? Donc les ERP se sont modernisés. Dans le retail, par exemple, c'est là que sont devenus les encaissements centralisés, les systèmes de caisse centrale, etc., avec des flux de data. On est un peu moins batch, un peu plus temps réel. Ça va, tout ça fait un batch temps réel. Pas besoin d'expliquer plus que ça. Et donc, on s'est retrouvé avec des référentiels de données qui ont commencé à se constituer. Et parfois avec des outils dédiés qui apparaissaient. On a vu apparaître, alors les PIM existaient depuis longtemps, donc les référentiels de données produits, mais ils ont commencé à se généraliser, y compris chez des entreprises, des grosses PME, des entreprises de taille moyenne. Les order management, les logiciels de CRM évidemment, donc c'est là que Salesforce a complètement explosé. Il y avait des CRM depuis longtemps, mais ça a commencé à se généraliser. Et en e-commerce, par exemple, on a commencé à avoir des sites e-commerce qui avaient ce qu'on appelait des plugins ou des add-ons avec des CMS. Donc, c'est là que, pour ceux qui avaient, il y a 10 ans, des Magento, on a commencé à avoir des plugins WordPress ou des PrestaShop, etc., qui avaient leur petit plugin Drupal. Voilà. Et ce qui se passait, c'est que les données qui étaient dans le legacy, on les répliquait dans le digital. Et donc, par exemple, si dans le legacy, je crée des clients, je les réplique dans la base client du digital, mais j'ai bien du coup deux bases clients avec la réplication de données. Si j'ai ici des produits, un catalogue plus ou moins enrichi, je le copie dans le PIM, puis après du PIM, je le copie dans le digital. Et puis petit à petit, ça évolue. Mais la synchro, elle n'est pas toujours temps réel. L'urbanisation de tout ça peut être discutable. Mais en tout cas, voilà, ça commence à se parler. Et puis, on a observé qu'on avait de plus en plus de besoins de points de contact. Donc ça, c'est vous avez vu la montée du mobile qui, depuis 5 ans, dépasse le fixe en trafic Internet, qu'en e-commerce, maintenant, le mobile est à peu près aussi gros que le fixe. Les réseaux sociaux sont devenus essentiels dans les parcours des utilisateurs, mais aussi des collaborateurs. On a évidemment toujours du téléphone qui existe dans des contextes, par exemple B2B, c'est encore très présent. Dans des contextes de SAV, c'est très présent, que ce soit B2C ou B2B. Le magasin, c'est le point de contact dans le retail. Pour 90% du commerce en France, c'est encore du magasin, ou 88% depuis le Covid. Et puis, autres, parce qu'on a des touchpoints qui arrivent en permanence, et on en parlera, on aura un certain nombre d'exemples qui nous seront donnés après. Donc, en gros, on a de plus en plus d'interfaces. On a des sources de données qui deviennent de plus en plus nombreuses. C'est-à-dire qu'avant, une entreprise, elle publiait les données de l'entreprise. Et maintenant, on dit, oui, mais je serais peut-être plus pertinent si je tiens compte de données externes, donc données, par exemple, de mes fournisseurs, de données open data, genre la météo, etc. Donc, on multiplie les sources. On doit les publier, faire de plus en plus d'endroits. Et le pire, c'est qu'on doit faire ça avec un niveau de qualité qui est toujours supérieur. On veut du sans couture, je passe de l'un à l'autre, faut que ce soit bien, quoi. Je commence un panier sur le web, après je vais en magasin, faut que je le retrouve, etc. Faut que ce soit temps réel. Attendez, j'ai appliqué mon code promo là en même temps que je vous parle au téléphone sur mon mobile, ça s'affiche pas, pourquoi ? Enfin, voilà. Et donc ça pose un certain nombre de questions. Il faut que ce soit performant parce qu'on est de plus en plus nombreux à consommer des infos, etc. Et puis les enjeux de sécurité, de confidentialité des données qui sont devenus vraiment très importants, en particulier depuis le règlement RGPD. Voilà. Et donc, il y a nos utilisateurs qui ne sont plus uniquement les collaborateurs et les clients, mais aussi des tiers, des partenaires, des fournisseurs, etc. Et tout le monde doit pouvoir accéder à tout ça. Donc, ça pose des problématiques de comment j'organise cette donnée, comment j'organise mes applicatifs, où je les présente et comment je rationalise pour éviter de développer à chaque fois des silos qui doivent discuter entre eux, de faire des plats de nouilles, comme on l'illustre. Non, c'était dans le plat de nouilles, en fait, c'était plutôt le slide d'avant avec les petits points d'interrogation. J'ai pas révisé. Et donc, le headless. Le headless, il se propose de dire, on va penser
utilisateur plutôt que de penser application. Donc, on passe par l'utilisateur. Et pourquoi est-ce qu'on ne lui ferait pas un front-end pour l'ensemble de ses besoins? C'est-à-dire qu'un utilisateur interne, il peut avoir à un moment besoin d'accéder à des données internes, de type référentiel produit ou données fournisseurs, de temps en temps un référentiel commande, parce qu'il dépanne un client, de temps en temps des données de je sais pas quoi, de recherche, etc. Un client, de même façon, quand il est dans une phase de découverte, il peut avoir envie d'accéder à du contenu inspirationnel, à des réseaux sociaux. Après, dans son parcours de sélection, il va accéder à de la recherche. Après, il va accéder à de la fonction de commande, de panier ou de devis, etc. Et il ne faut pas qu'on lui demande à chaque fois, vas-y, log-toi sur un autre truc, ou alors change d'univers et d'ergonomie complètement, etc. Et donc le headless est une des conditions techniques qui permet de changer de paradigme. Et donc, voilà, c'est dont on va se parler. Et donc headless, c'est de découper. Oups. Alors comment on va en arrière? Ok. Voilà. Donc, on va découper le front office du reste et on va avoir, et pour le découper correctement, on va avoir besoin de découper ce qui est en dessous aussi. Voilà. Donc, on va avoir des logiques de référentiel d'un côté, d'applicatif au-dessus, et ensuite un ou plusieurs fronts. Alors, pour autant, et c'est un peu le sel du truc qu'on va essayer d'amener aujourd'hui, c'est que à la fois ça répond à des besoins, mais ça ne répond pas aux besoins de tout le monde, et ça crée une forme de complexité, qui crée aussi des opportunités. D'abord, moi, les premières boîtes qui m'ont parlé de headless, c'était des boîtes comme ADO ou Decathlon, il y a 8 ou 10 ans, qui avaient des grosses DSI, donc des boîtes qui font 10, 20 milliards, et qui avaient des multiples systèmes, et beaucoup de devs, beaucoup de gens chez eux avec une forte technicité. Et donc, ils ont conceptualisé, ils ont absorbé des nouveaux concepts techniques, et ils ont commencé à créer des fronts comme ça. Mais voilà, ils peuvent aligner des équipes de plusieurs centaines de personnes. En ce moment, chez ADO, rien que sur la partie front, c'est 800 personnes. Donc, voilà. Donc c'est un peu technique. Et puis, du coup, pour les PME, quand on n'a pas plein de systèmes derrière, pas plein de milliers d'utilisateurs de typologies différentes et pas plein de fronts à faire, pourquoi s'embêter à faire ce découpage? On peut aussi avoir du sens à proposer une expérience front, middle, back, tout intégré. Prenez l'exemple de BigCommerce ou de Shopify, par exemple, en e-commerce. C'est des solutions qui sont tout intégrées, où je paye X euros par mois et ça me rend le service que j'attends. Voilà, donc on n'est pas en train de dire que le headless va coller pour tout le monde. Et voilà ma petite intro. Et du coup, comment qu'on fait? Et je vais passer la parole à Laurent pour nous raconter un peu l'histoire de Front Commerce. Ouais, merci François. Donc, je suis évidemment pas à 100% d'accord avec ce qu'a dit François, mais bon, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc moi, je vais vous parler de la manière dont on peut faire du headless et rentrer un peu plus dans le détail, sans entrer trop dans la technique, évidemment, parce qu'on a bien compris, c'est quand même un sujet technique. Et il y a malgré tout deux approches quand on parle de headless. Il y a deux notions que vous allez voir souvent liées à cette notion de headless. D'une part, ce qu'on appelle le MACH, M-A-C-H, ce qui signifie microservices, API, cloud et headless. Donc ça, c'est généralement une approche plutôt, une vision architecturale du headless, dans lequel, on le voit, on manipule des concepts qui sont quand même très techniques. D'autre part, on parle d'une vision un peu plus business, d'approche composable. Et là, c'est un peu plus orienté métier, parce qu'en fait, le principe, c'est de se dire qu'on va utiliser, dans le cadre du headless, un certain nombre de composants ou d'applications qui vont être chacune spécialisées dans son métier et qui va enrichir fonctionnellement, du coup, l'ensemble de la plateforme. Parce que plutôt que d'avoir une solution qui va faire plein de choses à moitié, on va avoir plein de solutions différentes qui vont très bien faire chacune son métier. Donc ces deux approches, ces deux notions sont étroitement liées au headless, on le voit bien. Et ça nous permet de revenir aussi à ce que disait tout à l'heure François sur la notion de monolithe. L'inconvénient quelque part du monolithe, c'est que toutes les fonctions sont mélangées les unes dans les autres et c'est très interdépendant. Donc dès qu'on veut faire évoluer n'importe quelle partie de cette plateforme,
ça nécessite de toucher un peu tout. On l'a tous vécu, de retester un peu tous les composants pour s'assurer qu'il n'y a pas de régression. Donc c'est évidemment très coûteux à faire évoluer, plutôt rigide. Et donc évidemment, il y a un moment où on a envie d'avoir une solution qui va être un peu plus flexible et qui va moins être coûteuse dans le temps. Donc là, je pense que ça pourrait être un débat aussi qu'on verra après sur le coût du headless. Et donc le headless, lui, il arrive avec une vision totalement découplée. C'est-à-dire qu'on prend le monolithe, on l'éclate, et au milieu, on utilise des API. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de l'utilisation des API. Le principe, c'est que on va avoir la partie back-office et la partie middle office, sur lesquelles ces solutions-là vont exposer toutes leurs fonctions à travers ce qu'on appelle des API. Et en haut, en face, on va pouvoir mettre différents types de solutions qui vont afficher les données et les contenus venant de ces solutions-là. C'est basiquement ça le principe du headless. Et on le voit en haut, et Eric en parlera après, qu'on peut faire de l'in-store, du desktop, du mobile, pourquoi pas des montres, des assistants vocaux. On peut plugger tout ça sur ces architectures headless. Évidemment, c'est pas tout beau. On en a parlé un petit peu, François en a parlé un petit peu. Il peut y avoir une perception de complexité, forcément. Quand je dis tout à l'heure qu'on va prendre le meilleur de chaque solution, ça veut dire qu'on va multiplier les solutions, potentiellement multiplier les éditeurs. Toutes les solutions ne sont pas open source. Ça veut dire aussi l'utilisation pour les clients de différents back-office. Donc ça s'accompagne, c'est souvent un changement qui est à gérer. Et il y a des agences de conseil, il y en a des très bonnes qui sont présentes dans la salle, qui peuvent vous accompagner là-dessus. Et ça nécessite aussi techniquement d'intégrer les solutions les unes avec les autres. Donc ce qui était très compliqué il y a 10 ans est énormément facilité aujourd'hui. Et notamment par Front de Commerce, évidemment, on y vient. Aujourd'hui, Front de Commerce permet justement de gommer un peu cette complexité et d'agir comme un accélérateur. C'est-à-dire que nous, on propose un ensemble de connecteurs qui vont justement permettre de faciliter cette connexion entre le front et toutes ces applications qui sont disponibles dans les plateformes. Donc il y a cet ensemble de connecteurs que l'on propose, et il y a également un front, alors je ne vais pas dire unifié, mais qui va permettre d'agréger les données qui viennent de toutes ces applications. Et sur ce front, on utilise ce qu'on appelle une PWA. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une PWA? Une Progressive Web App. Donc la Progressive Web App, en fait, c'est un peu le meilleur des deux mondes entre un site responsive, donc c'est un site que vous développez une seule fois et qui va s'adapter à tous les supports, et le fonctionnement d'une API native quand on est sur mobile. Ça veut dire que quand vous affichez un site qui utilise une PWA sur un mobile, vous avez un comportement très proche d'une API native. Et c'est ce qui permet d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et évidemment, meilleure est l'expérience utilisateur, meilleur est le taux de conversion in fine. Donc on associe souvent la PWA aux avantages que ça amène évidemment sur le mobile, à travers justement le fait que ça accélère énormément les temps de chargement des pages, ça fluidifie la navigation, et au final, c'est ce qui permet d'améliorer les taux de conversion. C'est très compliqué à dire un chiffre comme ça sur l'amélioration des temps. Ce qui se passe généralement, c'est que le premier chargement est à peu près similaire à ce qu'on a d'habitude. Par contre, ça précharge quasiment l'ensemble du site, ce qui veut dire que toutes les pages après s'affichent instantanément. Donc on mesure plus généralement l'effet qu'il peut y avoir sur les taux de rebond et les taux de conversion que purement les temps de chargement des pages. Et ça, je vous en parle après. Ce qu'on fournit également et qui va permettre d'accélérer la mise en place du headless, c'est qu'on va fournir un ensemble d'outils qui vont permettre de facilement soit transformer une plateforme legacy ou une plateforme monolithique en headless, soit directement démarrer avec une plateforme qui peut être headless native,
Ce qu'on fait également pour faciliter le travail des développeurs, c'est qu'on fournit un support projet pendant l'intégration. Et comme je disais, l'intégration de la PWA, l'objectif est lié aux performances, mais pour que les performances soient bonnes, il faut que ça soit bien intégré. Donc on fournit également dans notre licence un audit qualité de chacun des projets qu'on réalise. Donc, ce qui signifie qu'à la fin du projet, on va faire un audit de qualité pour s'assurer que les perfs sont bien respectés. Un petit schéma, je ne vais pas m'étendre dessus. L'objectif, c'était justement de montrer que ça peut être compliqué, mais qu'on est là pour le simplifier. Donc on voit ici la partie rouge, on va dire, c'est géré par Front Commerce. On vient attaquer ensuite les API qui sont sur les différentes plateformes qu'on a en dessous. Et on peut aussi très facilement intégrer des services externes. Aujourd'hui aussi, une grosse force du marché actuel, c'est qu'il existe pléthore de solutions en SaaS disponibles sous forme d'API qui vont répondre à un besoin ultra précis, optimiser, je sais pas, son shipping, des services de fidélité, le search évidemment, voire même des services de météo. On a un client dans l'agriculture qui, justement, il voulait lier certaines actions sur son site à un service météo. Et donc, ça s'intègre extrêmement facilement à travers Front Commerce et directement en utilisant les API de ces systèmes. Et c'est quoi exactement des services externes? C'est une coquille. Donc, les use cases. Donc, on a aujourd'hui différents use cases qu'on peut mettre en avant, notamment en utilisant Front Commerce. Donc, celui-ci est intéressant parce que on est dans un monde de transformation du monolithe vers le headless, et ça ne se fait pas forcément en un claquement de doigts. Et l'intérêt de la migration progressive, c'est que nous, on vient se connecter à des plateformes legacy, comme Magento 1, pour pas les citer. Et il y a énormément encore de clients Magento 1, aussi étonnant que cela puisse paraître. Et donc l'intérêt, c'est qu'on vient connecter Front Commerce à ces plateformes Magento 1. Le client, il a uniquement le front à refaire. Ça peut durer entre 2 et 4 mois comme projet, c'est assez rapide. Et ça permet au client d'avoir évidemment un site tout neuf, sécurisé. Donc c'est ce qu'a fait Caporal, qu'on a mis en ligne d'ailleurs il y a quelques jours. Terzeo, qui est une chaîne de boutiques orientée chasse, pêche et nature, dont la mise en ligne a lieu ce matin. Et donc le principe, c'est qu'une fois qu'ils ont déployé Front Commerce sur le Magento 1, dans un deuxième temps, ils pourront remplacer Magento 1 par une autre solution sans avoir à impacter l'expérience front-end de leur site. Et alors, aujourd'hui, ça marche avec Magento 1, ça marche avec d'autres solutions? Donc aujourd'hui, on a des connecteurs vers Magento 1, Magento 2, Proximis, qu'on est en train de réaliser. Et demain, on est en train d'étudier du BigCommerce, Commerce Tools, voilà, ce genre de solutions. Tous les clients Ibris 6.x qui hésitent à passer vers SAP Commerce, éventuellement, ça peut être une piste aussi? Ça pourrait être une piste, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que quand on parle de monolithe, je pense que, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais Ibris, c'est quand même beaucoup dans le monolithe. Souvent, il y a énormément de custom dessus. Donc, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à gérer ce genre de transition. Tu as perdu une cliente potentielle. Ouais. C'est un concurrent. C'est un concurrent. Ouais, tout à fait. On est tout à fait. Spartacus se base sur Vue Storefront, il me semble, qui est une solution open source. Et oui, on fait à peu près la même chose. Mais Salesforce Commerce Cloud, c'est pareil, c'est dans la roadmap. C'est dans la roadmap 2022, je pense. Voilà. Tu as eu l'occasion d'intégrer la PWA avec SFCC? J'ai fait de la gestion de projet SFCC 4
Un autre use case, c'est, donc là on met en avant Devialet, l'intérêt aussi de faire du headless et de la PWA, c'est d'avoir une liberté totale sur l'UX et l'UI. On parlait de SFCC, Ibris, Magento. La difficulté, c'est qu'il y a très peu de flexibilité sur l'UX qu'on veut faire. On peut le faire. On peut faire des checkouts très complexes, mais ça coûte très cher à faire et à maintenir. Le fait que les deux soient découplés, ça permet d'avoir une totale autonomie sur le front et évidemment, il faut respecter les bonnes pratiques du UX par rapport à l'enchaînement des étapes. Mais il n'y a pas de contrainte imposée par les moteurs de front-end des différentes plateformes. Donc ça, on le voit avec Devialet et... Vas-y. On va quand même utiliser un thème front commerce, un point de départ. Et donc si on veut faire une grande liberté, est-ce qu'on capitalise complètement sur front commerce ou on se retape toute la partie présentation? En fait, nous, on fournit un thème par défaut dans lequel il y a tous les composants nécessaires. Ensuite, charge au client de customiser son thème. Donc l'intérêt, c'est que les composants sont disponibles dans un design system, pour ceux qui connaissent la notion, et ça permet de faciliter grandement l'intégration, parce qu'on ne part pas de rien. Et ce que l'on propose aussi dans notre thème et dans notre engagement, c'est qu'on va couvrir toutes les fonctionnalités natives de la plateforme avec laquelle on va se connecter. Ce qui veut dire que aujourd'hui, sur un projet B2C, on va fournir tous les composants classiques qu'on va retrouver sur un B2C. Sur un projet omnicanal avec Proximis, on va rajouter tout ce qui va être lié à la promesse, au commerce unifié, au panier unifié, etc. Pour le B2B, on va rajouter les fonctionnalités et les composants qui sont liés aux contraintes du B2B, la possibilité de faire des cotes, de faire ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qui va vraiment permettre d'accélérer les développements. Et quand tu as le design système en main, il faut combien de temps, par exemple, Devialet, c'est combien de temps pour réaliser leur front? Aujourd'hui, le temps de développement d'un front avec front de commerce, c'est le même temps que la techno native. C'est-à-dire que vous le fassiez, on a pas mal de comparaisons avec Magento parce qu'on travaille beaucoup avec eux. Le temps de développement sur front de commerce pour une équipe qui va faire pour la première fois un projet, c'est la même chose que s'il faisait du Magento natif. Si l'équipe en a fait plusieurs déjà des fronts de commerce, c'est moins 15 à moins 30% de temps de développement en moins. C'est à travers notamment l'expérience de nos intégrateurs, puisque nous on ne fait pas d'intégration directe, on fournit le produit et c'est les intégrateurs qui font l'intégration. C'est le retour de terrain que l'on a par rapport aux réalisations qu'ils ont faites. Ils peuvent aussi perdre des projets. Voilà. En fait, si tu veux, la difficulté aujourd'hui, c'est que surtout avec le Covid, on sent quand même qu'il y a une approche héroïste des clients qui s'est accentuée et que l'intégrateur qui va rajouter plein de jours face à l'autre qui va arriver avec une solution peut-être un peu plus innovante et qui va réduire les coûts. Voilà. Et ça, on l'a pas mal vu, surtout l'année dernière. Donc ça, on l'a bien senti. Ouais. Après, il y a un aspect un peu plus pragmatique, hein, c'est que aujourd'hui, quelque part, les rois du pétrole, c'est quand même les développeurs. On ne va pas se mentir, hein, pour les trouver, c'est quand même assez compliqué. Et c'est un peu eux qui imposent leurs exigences et techniquement, ils vont préférer faire des technos modernes, ce qu'on propose typiquement dans Front de Commerce, que du vieux legacy. Et pour les intégrateurs, c'est forcément intéressant pour eux de pouvoir mutualiser, de pouvoir recruter et fidéliser des développeurs grâce à ça. C'est du React. Voilà. Il y a une refonte complète donc de Magento 1 à Magento 2 plus front de commerce en 6 mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis le site paraît simple comme ça, en fait, il y a énormément de fonctionnalités back-end et de solutions.
On en parlera après si tu veux. Les web perfs, j'ai pas, voilà, aujourd'hui, c'est un des sujets sur lesquels on reviendra peut-être après, mais on peut répondre à des besoins de petits sites quelque part qui ont besoin d'améliorer leur performance sur leur front. Chaque seconde de gagner, c'est X% de chiffre d'affaires. Avec des solutions monolithiques, même si le site est simple, c'est compliqué d'arriver à optimiser les perfs en front. Donc c'est pour ça que nous, on a même des clients qui sont, alors j'aime pas dire des petits clients, mais qui sont des TPE et qui utilisent Front Commerce et qui ont un ROI en moins de 6 mois. Parce que l'augmentation du taux de conversion amené par l'amélioration des perfs fait que ça rembourse l'investissement qu'ils ont fait dans la solution. Le dernier, c'est le B2B. Donc ça, c'est un use case qu'on voit de plus en plus et sur lequel on va accélérer encore l'année prochaine, je pense. Le B2B, en fait, les clients, depuis quelques années, ils sont très orientés à l'amélioration des process, les industriels. Et jusqu'à il y a 1 an encore, n'étaient pas très intéressés par l'amélioration de l'expérience de leurs clients sur le site, sur mobile, etc. Et là, on voit que c'est en train de changer, ce qui est assez logique, puisque dans l'industrie, les acheteurs, les utilisateurs, ils sont aussi de plus en plus digital native. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est la même expérience quand ils sont sur un site, quand ils vont faire un achat B2B. La possibilité d'être avec son mobile dans un entrepôt et de scanner et de directement passer commande avec son mobile. Donc l'enjeu et le fait d'avoir du headless plus une PWA dans ce marché du B2B devient de plus en plus stratégique également. Donc là, on le voit avec des différents clients également, notamment collégiens qui, comme son nom l'indique pas, est un fabricant de chaussettes et de chaussons, mais qui travaille à 70% à l'export. Avec un seul site, même sans CDN, ils arrivent à avoir des performances en Asie quasi équivalentes à ce qu'ils ont en France. Pardon. Ouais, un CDN, en fait, ça permet de répliquer les images, j'essaie de ne pas utiliser le terme technique, de répliquer les images un peu partout dans le monde pour être au plus près possible de l'utilisateur. Voilà, donc c'est utilisé partout, vous ne le voyez pas forcément, mais ça accélère l'affichage. Donc en résumé, les avantages du headless, c'est cette approche qu'on appelle best of breed. Donc vous pourrez utiliser d'accumuler un certain nombre d'applications, chacune experte dans son métier. Les web perfs, parce que le headless facilite grandement l'utilisation de technos comme le PWA. Et puis le découplage front-back, dans lequel ça vous amène une plus grande flexibilité sur l'UX/UI, voire même de cloisonner les responsabilités dans les projets. Avoir une agence digitale qui va faire la partie front, une agence un peu plus tech qui va faire la partie back. Et aujourd'hui, ça facilite quand même la responsabilité de chacun de ces intervenants. Merci. Je te repasse la main. Beaucoup, Laurent. Du coup, nous, ce qui nous intéressait, c'est de se dire en quoi cette évolution là dans l'histoire et dans les technos a pu impacter des gens qui avaient des systèmes front, middle, back. Et donc, Eric va nous raconter chez Proximus comment ça s'est passé et comment ça se passe aujourd'hui. Si j'ai bien compris, il faut inverser, c'est ça? On va retourner, ce sera plus simple. Ok. Effectivement, Proximus est né dans un monde où on ne parlait pas de headless sous cette forme-là. On a commencé les développements de la plateforme il y a quelques années. On n'a pas encore 10 ans au niveau de la plateforme, mais on s'en approche assez vite. Du coup, on a construit une solution qui était un peu selon le schéma avec un découpage clair entre front, middle et le back, puisque notre rôle n'était pas de remplacer un existant chez un retailer. On n'était pas en train de dire on va remplacer un ERP, on va remplacer un PIM et ainsi de suite pour proposer la solution de commerce unifié. On va se connecter à eux de la meilleure façon possible.
c'est-à-dire généralement d'une façon assez, on va dire, simple, puisque là, quand on est dans l'IT existant, on est souvent sur des solutions qui sont là depuis des années et qui n'offrent pas beaucoup de souplesse. Donc, quand on évoquait du temps réel tout à l'heure, on aimerait bien faire du temps réel avec des ERP, mais les ERP ne connaissent pas trop cette notion de temps réel. Mais en tout cas, on a construit une solution et on a choisi une architecture qui consistait à répondre à d'abord un besoin de nos clients et un besoin du marché. Le besoin de nos clients pour le marché qu'on veut toucher, nous, on ne travaille pas avec ce qu'on appelle le Tier 1. On ne travaille pas avec la grande distribution, on ne travaille pas avec des entreprises qui font des milliards de chiffres d'affaires et qui ont comme Decathlon ou ADO des centaines de développeurs et qui ont l'argent, le temps pour faire leur choix de best-of-breed. Nos clients à nous cherchent une solution intégrée. Une solution qui intègre plusieurs choses, qui intègre déjà un ensemble de features. Donc, quand on est dans le calcul des informations, quand on parle de features, on a une solution qui permet de faire de la vente en ligne et de la vente en magasin. On a une solution qui contient un content management system pour créer du contenu pour faire des sites web. Et on a une solution qui contient un order management. Donc ça, c'est un bundle déjà de 3 solutions sur la partie middle. Et sur la partie front, le rôle qu'on a eu à jouer, c'est de dire, ben voilà, on vous fournit un front pour faire votre site web et on vous fournit un front pour les outils en magasin. Des fronts, entre guillemets, prêts à l'emploi, c'est-à-dire des templates qu'on va pouvoir adapter si on le veut, mais qui sont fournis par Proximus. Et ce fonctionnement-là, on va dire, fondamentalement, marche très bien. Il n'y a pas de souci technique à le faire fonctionner. On a fait énormément de projets avec. Et on va dire, nos clients apprécient ce mode de fonctionnement-là. Sauf que on a des limites avec un fonctionnement comme ça qui sont de différents ordres. Et Laurent les a quasiment un peu tous listés. Il y a des questions de si les technologies que nous on propose pour le front ne conviennent pas à nos clients ou aux intégrateurs qui utilisent Proximus pour faire les projets, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Il n'y a pas de liberté par rapport à ça. Si je veux créer un nouveau canal connecté à Proximus, comment on fait? Aujourd'hui, on en propose nativement 2 connectés à Proximus, le site web et bien sûr le site mobile et le mobile POS, l'outil de vente en magasin. Je veux demain connecter Proximus à un système de chat pour permettre dans un chat de vendre en utilisant toutes les fonctionnalités de commerce, comment je fais. Si je veux connecter Proximus avec un système de cabine connectée dans un magasin, comment je fais. Et si je veux développer une application mobile pour les consommateurs, il y en a qui veulent encore faire ça, c'est tout à fait possible, hein. Il y a parfois des raisons très légitimes à le faire. Comment je fais? Donc, le comment je fais, jusqu'à présent, la réponse pour moi était de dire, vous faites des API dans Proximus, hein, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire des API. Nous-mêmes, on a fait des API parce que la couche de présentation, elle fonctionne avec des API sur la couche de calcul. Mais ce sont nos API à nous, ce sont des API internes, ce sont des routes d'API qu'on a créées pour nos propres usages. Ça veut dire, en français, elles ne sont pas documentées. En utilisation externe, et puis elles sont juste documentées en utilisation interne, bien sûr, et puis elles sont parfois redondantes, c'est-à-dire qu'on a parfois les mêmes routes d'API pour le mPOS et pour le website. On a fait 2 fois des API pour 2 usages différents, alors qu'elles auraient pu être factorisées. Et ensuite, on a un usage qui est parfois différent d'un usage grand public, dans le sens où on a été très granulaire dans certains cas, alors qu'on attendait une route peut-être plus complète dans d'autres. Donc, on a fait tout un travail de revue de nos API pour servir nos besoins, déjà, et les besoins de nos intégrateurs, puisqu'on ne fait pas nous-mêmes les projets, et les besoins de nos clients. Et ça passe par une revue et on va dire un travail de refonte d'une certaine manière, de la manière dont on voit le front, qui aboutit à... Ça va, je ne me suis pas trompé. Qui aboutit à une séparation beaucoup plus claire entre la présentation et la couche de calcul avec le développement d'une Storefront API. Donc cette Storefront API, en fait, est un élément qui nous ouvre en fait, des capacités beaucoup plus importantes qu'avant, dans le sens où il y a toute une case qui est apparue, qui sont les Customized Fronts qu'on peut coller à Proximus. C'est-à-dire qu'on peut continuer à utiliser des fronts
préexistant dans Proximus si on le souhaite, mais on offre une liberté. Et on offre une liberté, par exemple, d'utiliser un autre front que celui de Proximus, par exemple, front de commerce. Ou alors d'offrir la liberté de faire son propre front pour ceux qui ont effectivement des centaines de développeurs et de l'argent et du temps pour le faire. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Et là, je ne parle que les fronts web. Mais ensuite, il y a tous les autres fronts, puisque par essence, chez Proximus, on est confronté à de l'omnicanalité. L'intérêt d'utiliser Proximus, c'est justement d'avoir une solution unique pour gérer la vente, que ce soit en ligne et en magasin. Mais ensuite, on a énormément aujourd'hui de demandes, d'outils différents, de canaux multiples, de multiplication des fronts de vente. Ça fait des années qu'on parle de social commerce. Ça commence quand même petit à petit à rentrer dans les mœurs. On a aujourd'hui beaucoup de demandes dans plutôt la digitalisation des magasins, donc de multiplier les fronts en magasin. On y reviendra après, j'ai quelques exemples par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, on va vers une multiplication des fronts. Et là, l'idée, c'est d'utiliser pour nous systématiquement le même set d'API, qui sont les storefront API, pour l'intégralité des fronts. Ça ne résout pas tous les problèmes que Laurent a évoqués. Ça ouvre de la liberté, ça ouvre on va dire du choix par rapport à ça, mais on sera toujours limité à un moment donné par le bas du système. Ça veut dire qu'on nous attend beaucoup sur du temps réel. Une des particularités, par exemple, c'est qu'on est capable de vendre n'importe quel stock dans un réseau, en ligne ou en magasin. Ça veut dire qu'un client en ligne peut accéder à des informations de stock magasin, peut passer une commande en ligne pour du retrait de magasin en 2 heures. Ça veut dire qu'on a besoin d'une information fiable par rapport à ça. Et donc, on adorerait interroger en temps réel un système de caisse ou un ERP pour avoir cette information en temps réel, sauf que là, les systèmes souvent ne répondent pas. Donc, le headless, on va dire, sera quelque part parfait le jour où l'intégralité d'un stack, d'une architecture, répondra à ces exigences complètes. Donc, on a la voie par rapport à ça, mais même si vous avez de très belles choses en front et en middle, tant que le back ne suit pas, on n'aura pas une réponse à tout. Et par rapport à ça, je pense que le headless, ça c'est ma conviction, on va tous y passer, mais on ne s'en rendra pas compte au final. Parce qu'il y a des éléments de complexité qui ont été gommés, parce qu'il y aura de la préintégration, tout simplement, et que les solutions auront entre elles résolu la complexité, et pour vous, ce sera un projet normal. Ouais. C'est une question assez intéressante. Déjà, pour répondre à ça, on va casser un mythe qui consiste à dire le stock informatique est juste. Le stock informatique ne reflète pas le stock réel d'un magasin. Voilà. Il y a des écarts de stock, donc c'est pas parfait. Même si on fait de la RFID, c'est pas parfait non plus. Mais ce que je dis souvent, c'est que le jour où le système de caisse en magasin, le POS, nous fournirait l'information en temps réel, il nous fournira en temps réel une information fausse, tout simplement. Ça veut dire qu'il faut, malgré tout, et on a appris à faire avec ça chez Proximus, il faut jouer avec l'incertitude, il faut fonctionner avec l'incertitude. Et donc, quand on nous dit, voilà, il y a 10 exemplaires de cet article-là en magasin, on sait, a priori, que c'est une information qui n'est pas tout à fait vraie et qu'il va y avoir une marge d'erreur qui est dépendante de chaque retailer, qui est dépendante de chaque produit aussi, puisqu'il y a des produits qui sont plus sensibles à l'erreur ou pas, plus sensibles à la fauche, par exemple, en l'occurrence. Et dans ce cas-là, on a différentes solutions pour le faire. Déjà, on peut effectivement permettre de paramétrer des stocks de sécurité pour se dire, à cet endroit-là, dans ce magasin-là, en dessous de telle quantité, on considère que ce n'est plus exploitable, on va le réserver à la vente en magasin, s'il y a le produit. Ça, c'est une façon de faire. Dans tous les cas, ce que nous on fait aussi, c'est que quand la commande rentre dans l'order management, que ce soit une préparation en entrepôt ou en magasin, on demande systématiquement de vérifier que le produit est disponible avant de confirmer la commande. Ça, c'est une deuxième sécurité. Ça, c'est du process. Ouais.
C'est exactement ça. Ça veut dire qu'on va faire en sorte, quand on présente une information en front, c'est ce que Laurent appelait la promesse. Pour chacun des articles qu'on va afficher, on va présenter une promesse qui consiste à dire ce produit, on l'a, tu peux l'avoir en livraison en X heures ou en X jours, ou tu peux l'avoir en retrait magasin dans ce magasin-là en X heures ou en X jours. Voilà la situation telle que je peux te la présenter, la meilleure promesse possible que je peux te faire. Voilà. Et même si on avait du temps réel, elle n'aurait pas été juste à 100%. On aurait toujours une marge d'erreur par rapport à ça. Donc, on fait la meilleure promesse possible en fonction de la situation qu'on a pu mettre en œuvre et la connexion et les délais qu'on peut avoir d'informations, sachant que si on n'est pas en temps réel, on a des clients avec qui on synchronise tous les 5 minutes des informations. C'est pas non plus catastrophique par rapport à ça. Donc, on arrive, en fonction des systèmes, à avoir quand même des données assez à jour. Et après, c'est l'incertitude où effectivement, c'est du process manuel, humain, dans certains cas, qui va valider qu'effectivement la pièce est là. Mais vaut mieux gérer ça qu'à un moment donné de ne rien faire, d'une part, en se disant j'attends une solution parfaite, parce qu'elle n'arrivera certainement jamais, ou alors de raconter n'importe quoi en disant qu'au pire, ça passe. En fait, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas un chantier énorme en tant que tel. Le vrai travail, en fait, est d'arriver à concevoir des API qui seront vraiment utilisées. C'est-à-dire que c'est de se dire, voilà, la route intéressante à faire, c'est celle-ci. Ce n'est pas la manière de faire la route en tant que telle, c'est comment la concevoir pour qu'elle soit la plus utile possible, la plus efficace possible dans les informations présentées. Parce qu'il y a un enjeu de performance. L'enjeu de performance, c'est bien sûr afficher des informations rapidement, afficher des images ou des fichiers rapidement, mais c'est aussi chercher des informations rapidement dans la base. Et donc, entre faire un appel d'API ou en faire 20, c'est pas pareil pour composer une page. Donc, c'est plutôt ça qui prend du temps parce qu'il faut tester et il faut apprendre petit à petit à faire ça. C'est la grande question autour de ça, c'est quel est le cœur de notre savoir-faire. Et aujourd'hui, le cœur de notre savoir-faire chez Proximis, ce n'est pas le front, ce n'est pas de créer des systèmes de front et ainsi de suite, c'est toute la partie middle office, calcul des informations, la partie commerce et ainsi de suite. Donc là aussi, c'est plutôt ce travail-là. Donc c'est un travail qui, au final, se sera étalé sur une année, avec quelques personnes qui auront travaillé là-dessus. Mais c'est vraiment ce retour d'expérience. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas non plus le faire dans le vent, c'est-à-dire être nous nos seuls utilisateurs d'API quand on l'a créé. Et c'est pour ça qu'on a été ravis de travailler avec Front Commerce, qui apportait déjà là aussi un avis externe, un avis aussi d'un spécialiste qui l'a fait sur d'autres solutions et qui a pu nous faire un retour d'expérience rapidement là-dessus. Donc, ce type d'architecture, quelque part, c'est le modèle, une illustration assez précise de ce que peut être une architecture headless, avec cette quelque part, ce double objectif, d'une part, de donner de la liberté pour faire des fronts web, parce que c'est l'exemple le plus évident quand on pense à du headless, mais c'est aussi d'ouvrir la possibilité à connecter ou à faire n'importe quel autre canal de vente qui exploite toute l'intelligence quelque part qu'on peut mettre à disposition. Et du coup, les différents cas d'usage qu'on peut imaginer, alors en plus du site web, mais là on en a déjà largement parlé, ça peut être typiquement, ça c'est des choses qu'on est en train de mettre en œuvre dans notre lab, on a un lab Proximis, où on teste de nouveaux fronts, de nouveaux canaux. La cabine connectée, la cabine d'essayage connectée est un parfait exemple, puisque là, il s'agit de présenter sous un device différent, qui en l'occurrence est un miroir intégrant un écran, des informations et des informations calculées qui viennent de la même source, tout simplement, que celle utilisée pour le front web ou pour l'application mobile en magasin. Exactement. Sauf si Guillaume se dit, ok, c'est simple de déplacer le miroir, mais c'est pas léger un miroir connecté.
Non, en tout cas, si on veut le voir, c'est chez Proximus, on a un showroom pour présenter ce genre de choses. Et donc là, quelque part, c'est pas Proximus qui fait le front de cette cabine. C'est pas nous qui faisons l'UX et le design. On a là un partenaire qui travaille et qui fournit toute la partie présentation des informations. Nous, on fournit le contenu, on fournit toute l'intelligence quelque part de savoir quoi afficher, comment afficher pour ça. Et dans cette cabine connectée, j'accède à des produits que j'ai préalablement scannés. On a ici un exemple de quelque part de régler les problèmes qu'on a classiquement dans un magasin où on essaye quelque chose. C'est de dire je suis en train d'essayer quelque part, je suis en train d'essayer un produit, donc je peux avoir de l'information sur ce produit-là. Et quand vous allez dans une cabine, vous essayez un truc, ça ne vous va pas. Est-ce qu'il y a une autre taille? Donc là, on sort la tête, on appelle quelqu'un, on se rhabille, on cherche. Là, ce serait de dire je consulte l'information et je sais qu'il y a d'autres tailles. Voilà, qu'il y a d'autres tailles disponibles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je sais si c'est en stock en magasin. Ok, donc je peux le chercher. Et si ce n'est pas en stock en magasin, j'ai une solution pour l'avoir. On peut aller jusque-là, on peut aller jusqu'au checkout, ou alors tout simplement commencer un panier. Ça, c'est plutôt la façon de faire qu'on pense être celle qui sera la plus utilisée. Commencer un panier, commencer à composer un panier, sélectionner des choses qu'on aura essayé, qu'on aura gardé, des choses peut-être qui ne seront pas disponibles en magasin, mais qu'on voudra malgré tout acheter. Par exemple, j'ai testé la bonne taille, mais ce n'est pas la bonne couleur. Et donc, je remplis mon panier avec la couleur qui n'est pas disponible en magasin. Et ce panier, je peux soit le finaliser avec un scan and go, un self-checkout côté consommateur, une application ou le site web, mais que le consommateur finit, mais pas sur l'écran de la cabine, ou alors le vendeur avec son mobile POS qui peut aussi accéder à mon panier et le finaliser et m'encaisser. Et là, on touche à un autre sujet qui est justement cette nécessité de pouvoir faire naviguer un panier commencer sur un canal, le basculer sur un autre canal, le finaliser sur un troisième canal. Et ça fait partie des choses qu'on propose. C'est pour ça qu'on aime bien ce genre de cas d'usage, parce que le panier il va pouvoir switcher d'interface en interface en fonction du parcours. Et là, c'est de la liberté côté consommateur. Là, c'est vraiment des parcours d'achat qui sont beaucoup plus simples, parce qu'on a des nécessités à un moment donné de résoudre des problématiques. Quand on a beaucoup de monde dans un magasin, la cabine devient un goulot d'étranglement très facilement dans ces situations-là. Ouais. Ouais, il y en a qui arrivent à faire ça, ouais. Ouais, mais c'est pas quelque chose de répandu partout. Et on a très souvent l'expérience de dire, je ne sais pas. Attendez, je regarde. Ah oui, c'est disponible, vous pouvez y aller. Et puis, ou alors appelez-les, ou alors passez les voir. Alors, Ça coûte combien d'énergie de faire un front comme ça pour venir au LDS, on disait tout à l'heure en plaquant, on disait quelques centaines de devs, etc. Mais là concrètement, par exemple, pour faire votre POC, pour votre démonstrateur, j'ai quelle fonction et c'est combien de semaines de boulot C'est pas grand-chose parce qu'en fait, on s'appuie sur un partenaire qui a déjà tout le front côté client et côté vendeur. Donc lui, il vient juste consommer le store front API
dupliquer les fameux catalogues sur les différentes solutions. Donc, le POC il est rapide à faire. Et le partenaire, C'est Quave Retail, c'est un partenaire américain qui a lancé ça il y a 2 ans, 2-3 ans, ouais, et qui vient de gagner 2 gros marchés. Sachant que l'objectif du POC, l'objectif de la solution, c'est pas de faire de la conversion directement sur la cabine. C'est nous qui avons un peu transformé cette partie-là avec Adyen et Blue Payment. Mais l'objectif de leur solution, c'est quand même de créer de favoriser l'engagement du client en cabine en créant une relation entre un vendeur qui peut être loin et quelqu'un qui est en cabine. Ok. Voilà. Merci. C'est de toute façon des systèmes adaptés à chaque contexte. C'est tout l'avantage. C'est qu'on a une grande liberté maintenant par rapport à ça. Auparavant, c'était vraiment la vision de si je devais faire ça dans un monde qui n'est pas headless, en fait, je devrais construire un système de vente dans ma cabine connectée, totalement différent de mon système de vente en magasin, encore différent de mon système de vente en ligne. Là, le projet, c'est que du front. On est juste en train de dire, voilà, j'ai besoin d'un front, j'ai besoin d'un projet de hardware, puisque j'ai besoin d'une cabine, mais ce n'est plus un projet de création d'un nouveau canal de vente en tant que tel. Et c'est de l'UX. Est-ce qu'on peut descendre les autres cas d'usage et puis Ouais. Le live shopping, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Ça, c'est un peu revenu à la mode avec le confinement. Alors, l'idée là, de ce qui est nouveau, c'est pas le fait de présenter en live des choses, mais c'est d'intégrer directement dans le média qui présente quelque chose toutes les capacités de vente. C'est-à-dire que je peux faire mon checkout complet ici sans avoir besoin de quitter mon interface de vente. Et encore une fois, c'est que de l'UX, puisque toute l'intelligence de la vente, du checkout et de toutes les informations qu'on va y présenter est le même que pour tous les autres canaux. D'accord, il y a un bouton pour ça. Alors, il faut la commande vocale. J'aimerais retourner sur le live shopping. Voilà, là vous l'aurez compris, conversationnel c'est pareil. Si je veux intégrer un système de vente à l'intérieur de mon système de chat, pareil, le headless va me permettre de résoudre ça puisque il y a les API qui sont appelés et je fais tout le checkout à l'intérieur du système de chat. Voilà, ça c'est un cas aussi d'usage qu'on a avec Heyday. C'est aussi une solution canadienne. Voilà. Scan and Go, là, c'est laisser le consommateur faire son propre checkout avec des outils. Et là aussi, il y a des interfaces, soit on peut le développer effectivement en custom total, soit là aussi, il y a des solutions prêtes à l'emploi pour du front de Scan and Go qui s'appuient sur les API, sur nos API par exemple, pour tout le process de checkout. Et puis, ça, c'est un usage interne, c'est le mobile POS. Là, c'est l'exemple de nos outils qu'on fournit pour les équipes de vente en magasin. Où c'est un peu le premier exemple que nos clients voient de l'usage non seulement du commerce connecté et du headless, c'est d'avoir deux outils différents, utilisés par deux publics différents, mais qui utilisent le même système de checkout, la même configuration. Donc tout ce que je fais pour vendre en ligne ou en magasin, je le fais une seule fois et c'est partagé par les deux outils, sachant qu'ensuite chacun gère ses propres contraintes, ses propres avantages plutôt, puisque l'avantage en magasin, c'est qu'on a un mode de retrait immédiat, ce qu'on ne peut pas avoir sur le site web. Pour avoir les produits, on a du paiement physique CB en présentiel, en ligne c'est à distance. Donc on gère ces particularités. Et là aussi, Mobile POS qui s'appuie sur les API pour fonctionner.
Et c'est juste un projet, cette fois-ci, de front pour cette partie-là. Voilà. Donc là, on peut les multiplier pratiquement à l'infini à partir du moment où vous avez le moteur, la carrosserie, vous la changez un peu comme vous voulez. Merci Eric. Je vais prendre ça, ouais. Du coup, on a déjà un petit peu lancé nous quelques pour et contre du headless et on en voit beaucoup d'intérêt, mais effectivement pas forcément pour tous. On pourrait commencer par vous passer la parole, savoir si vous avez déjà des questions, soit pour approfondir certains des concepts qui ont été survolés ou pour challenger certains points de vue. Et voilà, et qu'on ait un peu cette discussion sur à partir de quand c'est une sophistication qui devient nécessaire, ce headless. Et voilà. Est-ce que ça vous inspire des questions